Dans cette vidéo, on va regarder la clé de l'intuition, c'est la clé 57. Alors ça tombe bien parce qu'elle fait partie de ma vocation. C'est avec l'ombre du malaise, le don de l'intuition et le sidi de la clarté. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette clé fait partie du codon de la matière. Donc, déjà, là, j'ai envie de montrer à quel point la société est en train de nous tuer, comme le dirait Gabor Maté, que j'aime beaucoup, dont je lis les livres avec vraiment beaucoup de plaisir, parce que enfin un médecin qui parle de lui, qui parle de son histoire, et qui a transformé vraiment son histoire pour nous éclairer sur tous les impacts des traumatismes, ça fait vraiment tellement du bien. Euh, et, et on voit, grâce à ces travaux, le lien entre, d'un côté, la pression de la société pour bosser encore plus, pour devenir des esclaves de la société, et les impacts en fait sur les enfants. Et ça devient vraiment un vrai problème. J'ai lu hier une étude qui disait que en 30 ans, on bosse, je crois, 158 heures de plus qu'il y a 30 ans. Alors que on a de plus en plus de numérique, on a de plus en plus automatisé des choses, mais finalement, euh, ça ne, ça n'a pas eu d'impact positif sur nos vies. Donc c'est déjà un premier élément à regarder, d'avoir conscience à quel point la société et le monde du travail nous met une pression pour bosser de plus en plus et finalement nous éloigner de ce qui nous fait le plus de bien, à savoir bah, le contact, l'amour, la nature, voilà. Et on devient des esclaves complètement déconnectés du corps, complètement déconnectés de notre instinct de survie. Et cette clé 57, elle parle vraiment de ça. Ce que nous apprend cette clé, c'est aussi que c'est de reprendre conscience de la nature acoustique de la nature. On est entouré de vibrations, on est énergie, ça, voilà, on le sait maintenant, mais à la fois, bah, dans notre quotidien, on oublie complètement à quel point on est baigné dans des énergies qui qui ne sont pas forcément bonnes. Ce qui me semble aussi important, et c'est vraiment tous les travaux de Gabor Maté, d'expliquer l'impact de l'environnement sur notre santé, sur notre fonctionnement, afin de pouvoir transformer ça. Il a fait beaucoup de recherches, Gabor Maté, sur la notion des gènes, puisque aujourd'hui, eh bien, dès qu'on a une maladie, même le TSA, le THPI, pas le THPI, mais le TDAH, on nous fait croire que c'est héréditaire. Pas du tout. Et il a vraiment mis en exergue vraiment que oui, il y a certains gènes qui existent, ça c'est vrai. Il y a, par exemple, par rapport il donne l'exemple du cancer du sein, il y a un gène du cancer de sein. Mais c'est pas parce que tu as le gène que tu as les cancers de sein. Et inversement, toutes les personnes qui ont le cancer de sein n'avaient pas le gène. Et ça, c'est très important. Il y a plus de gens qui ont le cancer du sein qui a été réveillé, qui a été activé à cause d'un environnement toxique par rapport à ceux, je crois qu'il y a que 7% des personnes qui ont un cancer de sein qui ont réellement ce gène dans leur système. Donc tu vois, et c'est vraiment tous les travaux de Gabor Maté qui rejoignent quelque part toute mon approche et toute ma prise de conscience, c'est l'importance de notre environnement depuis notre propre enfance et à quel point elle nous a enfermés dans une prison acoustique, dans une prison énergétique. Si on regarde le royaume animal, on sait qu'il y a des animaux qui captent des sons, les baleines, le chien entend des bruits que nous ne captons pas. Mais ce que l'on ignore, c'est qu'en réalité, euh,
même si on n'en a pas forcément conscience, eh bien, on est sensible à l'environnement. D'ailleurs, tous les êtres hypersensibles, et en particulier, voilà, tout ce qui est, toutes les personnes un peu atypiques, ont vraiment cette sensibilité plus forte à l'injustice, par exemple. Voilà, c'est pas possible pour toi de voir quelqu'un se faire maltraiter. Alors, évidemment, c'est en lien avec ton histoire, mais ça montre bien que il y a quelque chose, voilà, de vibratoire qui gouverne nos vies, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et une des choses les plus essentielles à prendre conscience, c'est justement la vibration dans laquelle on a vécu dans notre enfance. Beaucoup de personnes qui sont atypiques, on va mettre tout ça dans un même paquet parce que je ne vais pas rentrer cette différence aujourd'hui, mais en réalité, beaucoup de personnes ont subi de la maltraitance, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit avec des frères, des sœurs, peu importe. Voilà, il y a eu euh, de l'humiliation, il y a eu de la mise à l'écart, il y a eu, oui, un manque d'attention. Le cœur, le point central, le point commun de toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui et qui sont dans ce côté atypique, qui se reconnaissent plus ou moins comme étant hypersensibles, eh bien, le point commun, c'est justement, eh bien, le manque d'attention. À cause de quoi? À cause justement de parents qui déjà étaient très occupés. La mère commençait à travailler et elle-même, elle était plus ou moins soumise en fait dans les personnes que j'accompagne, je vois vraiment quelque part les opposés. D'un côté, la mère qui est très soumise à un mari qui détient tout l'argent, ou une mère qui est très autoritaire. Mais même dans ce cas-là, même quand la mère est assez autoritaire, finalement, en grattant un peu, on se rend compte que finalement, cette mère-là, eh bien, bah, n'a pas vraiment réalisé la vie de ses rêves, en fait. Elle était quand même prisonnière d'un système basé sur le travail. Et donc, il y avait beaucoup de peur, la peur de manquer, la peur de pas réussir, la peur du regard des autres. Voilà avec quoi nos parents ont grandi. Il faut se rappeler que on était dans le système, enfin on était dans une période d'après-guerre où il y avait aussi beaucoup de pression pour pouvoir, voilà, remettre le pays en avant. On a vu au moment du Covid à quel point les gouvernements sont champions du monde pour nous culpabiliser si on ne répond pas quelque part aux ordres et que on rentre pas dans le modèle. Eh bien, ça fait déjà quelques générations que finalement l'humain est comme ça un peu piégé dans un modèle qui est gouverné par la société, et de prendre conscience que cette gouvernance de la société, eh bien, a eu un impact sur ta famille est super important, et de prendre conscience que toi, au bout de la chaîne, eh bien, tu as été celui qui a vraiment été sacrifié quelque part sous l'autel de la réussite, sous l'autel oui, de la réussite sociale, de la réussite financière, etc., etc. Ce que nous dit cette clé 57, c'est que les humains sont programmés, sont génétiquement programmés pour craindre le futur. C'est intégré à notre ADN par le biais de la 57e ombre. Au début de notre préhistoire, le fonctionnement des êtres humains se faisait presque entièrement à travers l'accord de l'individu à la fréquence. Si son intuition relevait un danger dans le vent, son instinct provoquait une réponse corporelle immédiate. Qu'il s'agisse de fuir, de se cacher ou de saisir une arme. Aujourd'hui, l'homme moderne a évolué dans une autre direction. Nous sommes beaucoup plus axés sur nos cerveaux que sur nos corps, et la plupart des gens prennent des décisions en fonction de leur réaction, de leur raison, et non de leur intuition. Et ça, c'est super important. On prend la décision avec le mental et non pas notre corps. Ce développement a modifié la 57e ombre du malaise. Le malaise ne sert plus de système d'alerte précoce permettant à la peur d'être réservée au moment où elle est nécessaire à notre survie.
Le malaise est maintenant traduit par le mental. Il est constant et se manifeste par de l'anxiété. Et donc ça fait vraiment l'anxiété et le mal du siècle. Mais le pire, c'est que voilà, c'est devenu dans le courant. On se dit, oh ben non, t'occupe pas, c'est pas grave, ça va, voilà, ça va se calmer. Prendre quelques petits anxiolytiques, mais qu'est-ce que t'as? T'es anxieux, mais c'est n'importe quoi. Voilà, accroche-toi. Ça va y aller. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis c'est comme ça. Voilà. Et ça, euh, de génération en génération, on a accepté l'anxiété comme faisant partie de nos vies parce que on a grandi avec. Et quand on grandit avec quelque chose, ça fait partie de nos habitudes. Et donc l'anxiété est devenue, voilà, une normalité à laquelle on va même plus chercher à pouvoir transformer quelque chose. Pire encore, quand on va vers les choses qui ne nous angoissent pas, eh bien c'est là où on va ressentir des grandes peurs parce que on est en train de sortir de quelque chose qui est considéré comme normal dans la culture habituelle, dans la culture locale. Et donc voilà, de vivre quelque chose, de vivre dans la sérénité. Moi, par exemple, quand j'ai commencé la danse, eh bien je voulais sortir de cette angoisse. C'était un outil pour moi de sortir finalement de cette angoisse que je ressentais dans ma vie. Et il y a eu comme une culpabilité. Ah ben non, je peux pas, je n'ai pas le droit en fait d'aller trouver des outils qui vont me faire du bien parce que je vais le prix à payer, c'est eh bien de laisser mes enfants tout seuls, etc. Et donc finalement, il y a cette culpabilité qui nous manipule et tout ça, ce sont vraiment des outils qui ont été utilisés par la société depuis la nuit des temps pour nous maintenir en fait dans cette anxiété. Parce que si tu es anxieux, eh bien, et ça c'est tous les travaux de Naomi Klein qui a démontré à quel point quand on met quelqu'un sous stress, eh bien on la met sous contrôle. Et voilà, c'est les techniques qui sont utilisées depuis la nuit des temps par nos gouvernements. Donc c'est vraiment hyper important de garder en mémoire, de garder cette conscience que on nous manipule en essayant de nous maintenir dans cette anxiété. De voir à quel point notre esprit, notre mental, à quel point nous-mêmes, et c'est ça, c'est là où il faut revenir, reprendre le contrôle, nous-mêmes, on a tendance à donner la voix, à écouter la voix de la raison et à vibrer finalement sous cette vibration de la peur au lieu de prendre du temps pour soi. Euh, il n'y a pas très longtemps, là, au mois de mars, je suis tombée de cheval et j'ai été vraiment obligée de me mettre à l'arrêt. Eh bien, j'ai pu voir à quel point, et je crois que je ne suis pas seule sur cette terre, à quel point me mettre à l'arrêt, ne plus rien faire, être juste là, voilà, à profiter de la vie, à être un peu dans l'émerveillement, à juste savourer, sans lire, sans regarder la télé, sans scroller sur un téléphone. Eh bien, ça, c'est difficile. Fais l'exemple, fais l'expérience. Je t'invite vraiment de prendre une demi-heure après cette vidéo. Fais l'essai. Passe une demi-heure comme ça, sans carte, sans rien, à ne rien faire. Et tu vas voir à quel point à l'intérieur, ton corps, il se demande ce qui se passe, quoi. Ah mais non, on n'est pas occupé, on ne fait rien. Alors du coup, c'est là où on va pouvoir enfin écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Les émotions, l'angoisse dans laquelle on baigne depuis des années. Là, elle est présente. Et on n'est plus là en train d'essayer de la masquer. Et donc, il y a vraiment déjà, je t'invite à traverser, et là on est en plein au cœur de cette ombre du malaise. Le malaise, c'est cette sensation d'angoisse, de d'hypervigilance, de qu'est-ce qui va se passer? Donc quelque chose qui n'est pas sécurisant du tout en fait, c'est pas calme, c'est angoissant. Donc, mais il faut le traverser, il faut regarder face à face
pour le diffuser et le traverser, et ce n'est qu'ensuite que on va pouvoir libérer. Donc quand on libère justement toute cette couche qui est comme une énorme couche, tu sais, le matin, il y a une brume des fois qui est là, eh bien il faut la laisser descendre. Ou une autre image, c'est voilà, quand on remue l'eau, une eau boueuse, eh bien, tout d'un coup, au départ, on n'a pas l'impression, si on l'a pas remué, bah, la boue est en bas et tout va bien, l'eau paraît claire. Mais quand on commence à remuer, alors voilà, la boue est là. Eh bien, quand la boue est là, c'est justement le malaise. Euh, et la difficulté, c'est que nous, le gros problème des humains, c'est que on navigue avec toute cette peur qui est là, enfin, qui est dans notre eau, hein, voilà, qui est en nous, mais on fait comme si elle n'existait pas, puisque on est habitué à avoir ça dans notre organisme. Quand il y a encore quelques années, mais je voyais bien, en fait, si je faisais ça, par exemple, tu vois, là c'est stable, mais il y a encore quelques années, je me souviens, mes enfants, ils arrêtaient pas de me dire, mais tu trembles tout le temps, maman. Bah moi, c'était normal, je voyais pas le problème en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper important, alors que j'étais très angoissée, mais j'avais développé mes propres stratégies pour, ouais, pour être tout le temps en action et ne surtout pas voir euh, cette angoisse perpétuelle. D'où vient cette angoisse perpétuelle? Eh bien, toute la période de gestation. Les femmes enceintes ont une immense responsabilité, nous dit la 50e clé, et le respect profond que nous leur portons, ainsi que la reconnaissance que nous avons de leur rôle durant la grossesse, a des implications significatives concernant la transformation de notre espèce. Le fœtus se développe dans un univers de fréquences. Il y nage littéralement et s'imprègne des tons, des couleurs, des sons, des émotions, des pensées et des intentions de son environnement. Mais c'est tout de même à travers les réponses de sa maman qu'il interprète ces vibrations. La fréquence de la mère est donc vraiment celle qui détermine directement la destinée du futur être humain. Les 3 trimestres de la grossesse correspondent aux 3 cycles de 7 ans du développement de l'enfant. Le premier étant le développement physique, le deuxième le développement émotionnel et le troisième le développement mental. Autrement dit, les 21 premières années de votre vie sont intégralement tracées au cours de ces 9 premiers mois. Évidemment, personne n'est complètement victime de la fréquence de leur mère. Des problématiques peuvent émerger à n'importe quel stade de cette fréquence afin d'être accueillis, purifiés et guéris. À mesure que votre propre fréquence s'élève, vous guérirez les nombreuses couches de votre être intérieur. Donc, la guérison de ces blessures, de voilà, ces traumatismes de naissance, elles peuvent se faire en augmentant notre fréquence. Alors, la nature nous parle et elle communique à travers nous par le biais de l'intuition. Elle est le canal acoustique dont se sert le tout pour la coordination et la communication des nombreuses parties. Si nous, les humains, parvenons à nous sensibiliser à la grande subtilité et à la douceur de cette voix intérieure, nous sentirons physiquement à l'aise. Qui plus est, quand notre hiérarchie interne se conforme à ce principe, le génie de notre mental peut enfin s'exprimer et suivre les instructions de la nature même. Donc, en fait, ce que je cherche là à t'expliquer, c'est que nous vivons tous dans un environnement, nous avons tous grandi dans un environnement plus ou moins de peur. Et voilà, ceux qui sont là en général qui se retrouvent ici sur ma chaîne, je sais qu'ils ont aussi traversé des difficultés. Peut-être qu'ils n'ont pas été voulus, désirés. Peut-être qu'ils étaient désirés en tant que garçons. Peut-être qu'ils sont arrivés à un moment
dans la vie de la maman, bah, qui n'était pas opportun. Soit bah, c'était pas prévu, soit t'es là huitième après sept garçons. Enfin, je sais pas. Plein de choses. Situation de guerre. Qu'est-ce que j'ai pu voir dans les personnes que j'ai accompagnées. Il y a beaucoup de choses. En tous les cas, beaucoup de choses qui font que il y a cette couche, comme je le disais, de peur, d'angoisse dont l'enfant s'est imprégné et qui t'empêche en fait, et c'est ça aussi qui est important, qui t'empêche justement d'accéder à ton intuition naturelle, d'écouter le bruit de ce que la nature te dit, d'écouter ta petite voix intérieure. Parce que bah, quand on est dans l'angoisse, on peut pas écouter notre voix intérieure, c'est pas possible. Voilà, il y a trop d'insécurité et tu sais certainement que le système nerveux, lui, il fonctionne en mode réactif. Euh, il va fuir, il va, il va soit fuir, soit attaquer, soit se figer, soit tomber dans l'écroulement, dans la honte. Et très souvent, les personnes qui ont vécu des difficultés dans l'enfance vont baigner dans la honte sans même s'en rendre compte, l'humiliation, ce genre de choses. Et donc évidemment, c'est ce qui va se répéter à l'école et encore plus tard. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Alors, les deux natures de l'intuition sont hésitante et impétueuse. Bah oui, parce que évidemment, si tu es dans l'angoisse perpétuelle et que tu n'entends pas, voilà, cette petite voix, tu es dans le doute permanent. Ça, c'est vraiment le doute, l'hésitation, le questionnement, voilà. Et c'est là où le mental, on voit déjà que le mental a pris son contrôle. L'hésitation est le résultat de la répréhension mentale de l'intuition, voilà. À cause des peurs, à cause de tout ce truc, ce magma là dont on n'a pas conscience. Le corps sait ce qui est juste dans chacune de ses cellules, mais le mental y impose immédiatement son doute, son anxiété ou son opinion, ce qui infirme les perceptions authentiques. Et là, voilà, on va rentrer dans justement cette confusion qui est la clé partenaire de cette clé de l'intuition. L'impétuosité est une réaction humaine au malaise ou à la peur. Son seul but est d'échapper à la peur ou de mettre fin en prenant une décision rapide. Ça, c'est l'impulsivité. Et Gabor Maté explique que les TDA qui sont, on va dire, la catégorie de personnes mais voilà, pour moi, il y a le problème, c'est que les personnes ne sont pas toutes diagnostiquées dans leur TDA. Donc c'est sûr que quand on a vécu ça, on se reconnaît déjà comme hypersensible. Peut-être que tu as été aussi diagnostiqué THPI, qui est une autre forme pour moi de TDA. Mais voilà, tout ça, pour moi, c'est la même chose. Et donc, typiquement, eh bien, tu peux te retrouver dans ce côté hyper compulsif à vouloir, voilà, toujours. Alors, qui peut se passer aussi au niveau verbal, c'est ne pas pouvoir s'empêcher de parler, ne pas pouvoir s'empêcher de passer à l'action, euh, parce que à l'intérieur, il y a de l'insécurité, il y a quelque chose qui n'est pas calme à l'intérieur de toi. Ce genre de décision ne provient pas de l'état de clarté qui a été évoqué plus tôt, mais elle est l'issue de la peur. À cause de leur nature impétueuse, ces choix ne peuvent que conduire à davantage de souffrance. Et ça, je le confirme, sachant que, eh bien, de l'autre côté, beaucoup de personnes, euh, eh bien, je ne sais pas si elles le font plus ou moins consciemment, je ne crois pas, je préfère ne pas imaginer, mais il y a beaucoup dans le monde dans lequel on vit, il y a de l'autre côté, eh bien, des énormes rapaces qui ont bien compris que finalement il y avait ce doute à l'intérieur de toi, qu'il y avait aussi ce besoin d'attention à l'intérieur de toi. Alors tous ces gens-là, voilà, qui veulent eux faire du business, eh bien ils vont
te renvoyer une image parfaite. Ils vont vraiment tout faire pour essayer de répondre à ça. C'est vraiment la fable du corbeau et du renard. Ils vont te manipuler pour pouvoir vraiment jouer sur ce côté-là. Et ils vont te pousser, tu vois, c'est vraiment les trucs de forcing pour pouvoir te forcer à passer à l'action. Et toi, bah voilà, comme tu es dans la confusion, justement, et bien c'est là où il ne faut surtout pas décider en fait. Si c'est pas clair, alors c'est qu'il y a un conflit entre ce que ton corps te dit et la raison qui a peur, qui voilà, efface. Donc c'est vraiment hyper important dans ces cas-là de vraiment attendre. C'est la raison pour laquelle, moi, dans mon contrat, quand les personnes travaillent avec moi, eh bien, elles ont 2 séances, en fait, pour pouvoir encore décider. Et parce que je connais bien ce phénomène et parce que j'en ai subi les conséquences et de cette impossibilité de sortir d'un programme une fois que tu es rentré dedans et que tu t'es rendu compte qu'en fait tu t'es fait avoir en fait. Ça, ce n'est plus possible pour moi. Et je crois vraiment que c'est aussi à nous, individus, eh bien, d'exiger ça. Je me suis retrouvée confrontée à cette situation il n'y a pas longtemps, avec un contrat où ça a fait dans mon corps en fait. Ça fait non, non. Il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent par rapport à ce que j'avais perçu de la personne. Et plutôt que de me mettre le doute sur moi, comme j'ai longtemps fait, en me disant, mais oui, et puis écouter en fait la personne, j'ai écouté cette information dans mon corps, j'ai pris le temps, voilà, de laisser reposer en fait tout ça, et je me suis rendu compte que finalement, si je m'apprêtais à faire ce programme-là, c'est parce que, bah, justement, je voulais pas rester dans cette situation de malaise, que je voulais remplir ma vie, quoi, quelque part. Eh bien, non. Là, j'ai vraiment décidé d'arrêter justement de prendre des programmes où moi, je suis l'enseignante, je suis non, au contraire, l'élève, parce que je sais qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le moment pour moi justement de proposer, et quelque part, cette personne-là était en train de me mettre un miroir sur ce dont je rêve. Ok, bah je me mets en action, je mets les choses, je mets les choses en place afin de pouvoir devenir en fait cette personne-là que j'admire en fait et qui est, voilà, quelque part, qui me montre le chemin de ce que je veux être demain. Comme le dit tout à fait Richard Rudd, cela signifie pas que les décisions sont forcément mauvaises quand tu les prends avec cette impulsivité. Parce que il y a des fois, et c'est vraiment ce que j'ai vécu, le fait de justement bah, de te faire avoir, comme je disais tout à l'heure, c'est une étape nécessaire. Il va falloir te prendre des murs pour justement mettre en lumière des mécanismes qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu ne vois pas. C'est ce que j'appelle être en flagrant délit en fait. Mais tant que tu les vois, c'est dans ton inconscient, tu ne les vois pas, mais ils agissent dans l'ombre. Tu décides, tu choisis toujours quelque part avec cette peur, avec cette peur aussi inconsciente et cette croyance inconsciente que toi tu n'as pas de valeur, que tu ne vaux rien, et du coup tu vas chercher la valeur à l'extérieur de toi. Mais il y a un moment donné, tu dois arrêter de faire ça. L'enjeu est d'aller vraiment nourrir la valeur de toi. Et moi, c'est vraiment tout le principe de tous mes accompagnements, c'est de t'aider à valoriser, non pas de te dire, oh, regarde comment moi j'ai de la valeur et je vais te dire en fait comment devenir la valeur que je suis. Non, ça n'a aucun intérêt. Mon intention à moi, c'est vraiment de te montrer à toi, tiens, toi, ta singularité, elle est, ah tiens, c'est ça, que tu ne vois même pas parce que ça fait partie de ton quotidien, que voilà, c'est quelque chose que tu utilises et certainement que beaucoup de gens, eh bien, dévalorisent, ne voient pas comme étant un cadeau. Pendant très longtemps,
était celle qui disait la vérité dans ma famille, et j'ai été mise à l'écart là-dessus parce que j'étais dans une famille, voilà, où il fallait typiquement la valeur était le déni, comme dans notre société. Il faut être dans le positif, il faut que tout aille bien, et on ne veut pas voir la souffrance, on ne veut pas voir, et donc on enferme les gens, les vieux dans des EHPAD, les personnes malades, alors que avant, et ces personnes-là, moi je vois par exemple dans le village de ma grand-mère, mon cousin qui était handicapé mental, eh bien il avait la possibilité d'aller dans le village, de faire quand même un minimum de choses parce que le village le connaissait. Et donc il avait cette possibilité d'être intégré. Mais aujourd'hui, c'est plus possible, soi-disant pour protéger la population. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. On est en train de gommer tout ce qui est soi-disant anormal pour pouvoir, eh bien, rendre l'univers bien propre, bien safe. Mais tout ce qui t'est renvoyé comme étant de la sécurité n'est qu'une illusion. La richesse, les belles voitures, tout ça profite au système, tu comprends bien. Et donc, c'est vraiment hyper important de reprendre en fait le pouvoir et d'écouter cette petite voix. Elle est vraiment un élément fondamental pour retrouver le soi et retrouver le chemin de vers toi. Et donc, tu comprends que travailler sur les peurs en amont, ça fait partie aussi eh bien, des étapes requises. Donc, le cadeau, c'est justement l'intuition. Donc l'intuition, on en a parlé déjà tout à l'heure, c'est le canal acoustique dont se sert le tout pour la coordination et la communication de ces nombreuses parties. Si nous, les humains, parvenons à nous sensibiliser à la grande subtilité et à la douceur de cette voix intérieure, nous nous sentirons physiquement à l'aise. Qui plus est, quand notre hiérarchie interne se conforme à ce principe, le génie de notre mental peut enfin s'exprimer. Pourquoi il peut s'exprimer? Parce que le mental devient du coup un serviteur. Je sens que là où ça me fait du bien, où je suis vraiment dans mon état de béatitude et de grâce, eh bien c'est quand j'accompagne des gens ou quand je suis dans la danse. Et donc je vais mettre en fait mon cerveau au service du développement en fait de ces activités-là. Mais tu comprends bien que si à côté de ça, dans la société nous renvoie que les artistes sont fauchés, que mais n'importe quoi, danser, c'est être comme une folle, que tu n'y arriveras jamais, et tout ça en fait des mécanismes, des projections qui sont aussi transmises voilà, autour de toi. Mais t'es folle, tu vas pas faire ça, fais un boulot comme tout le monde. Et donc, c'est contre ça, en fait. Là, il va falloir accepter, faire de ton contre-courant quelque chose de normal pour toi. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué et c'est le principe même du parcours de l'individuation, du processus d'individuation qui a été défini par Carl Jung, c'est-à-dire de vraiment écouter ce qui te fait vibrer. Personne, en fait, ne peut te dire de quoi ta vie va être faite. Et c'est là où tu vas devoir et tu vas enfin pouvoir devenir créateur de ta vie. Être créateur de ta vie, c'est suivre cette petite voie, même si tous les autres autour de toi te disent que c'est n'importe quoi. Le chemin d'individuation est très lié en fait avec on va dire l'intuition est l'allié numéro un du chemin d'individuation parce que il va vraiment aider à écouter, faire confiance à l'intérieur de soi. L'idée c'est, ok, je me fais confiance pour savoir ce qui est bon pour moi et je me défais eh bien, de tous ces bruits, tu vois, de tous ces bruits extérieurs avec les reproches, les critiques des uns et des autres qui finalement t'ont conduit à quelque chose dont tu n'es pas satisfait aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est regarde ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, le résultat, enfin ta vie est le résultat, eh bien, de l'écoute
de tes parents, de ce que la société a attendu de toi. Est-ce que tu es satisfaite? Peut-être que tu es super riche, peut-être que d'un côté, tu corresponds tout à fait aux standards, on va dire, de la société. Ton compte en banque est rempli, tu as la belle maison, les beaux enfants, ils sont en pleine santé. Et pourtant, au fond de toi, tu sens ce malaise. Il y a un inconfort, il y a un sentiment voilà, de perte de vitalité. T'as du mal à te mettre, t'es pas motivé pour te lever le matin, t'es en procrastination, t'es triste, etc., etc. Donc là, clairement, il y a un signe que tu n'es pas à l'écoute de ton génie intérieur, que finalement, le regard que tu laisses les autres faire autorité sur ta vie, tu vois? C'est vraiment cette distinction, prendre conscience de qu'est-ce qui gouverne ma vie? Est-ce que c'est ces croyances ou l'espoir d'ailleurs, un autre facteur, un autre élément qui est un énorme poison pour cheminer, c'est l'espoir. Parce que la société nous renvoie ça, nous dit non mais voilà, il faut continuer à avoir de l'espoir, alors que tu pourrais très bien choisir autre chose, mais c'est pas si simple en fait de se détacher de ce que jusqu'à présent sur des habitudes finalement, de ce qui correspond à ce que tout le monde fait. Et il y a plein d'études en fait qui montrent à quel point eh bien, quand tout le monde réussit, si tu ne réussis pas, waouh, il y a vraiment un sentiment de honte. J'ai en tête une étude comme ça que j'avais vue sur Internet où les professeurs distribuent deux cas, deux problèmes différents, mais en disant en faisant semblant que c'est exactement le même cas. Et donc, et ils vont demander aux élèves de résoudre les problématiques. Il y a pour une part de la classe, ça va être facile de résoudre le défi, le problème, et pour l'autre, ça va être compliqué. Et puis, donc au départ, voilà, et les élèves pour qui c'est compliqué ne comprennent pas. Ils ne vont pas remettre en question, ils ne se posent pas les questions, ils se demandent pas si le problème est différent. Jamais de la vie. La première des choses qu'ils vont faire, c'est se mettre en doute eux-mêmes, en fait. Ils vont rien remettre en cause de l'extérieur. Et donc, et ensuite, ce qui est très important, ce qui est vraiment super impressionnant, c'est de voir que même quand après on donne le même problème aux élèves, eh bien, même ceux qui avaient eu des difficultés avant vont encore avoir des difficultés. C'est-à-dire que ce sentiment de doute et de doute de soi, de dévalorisation, va continuer à perdurer, même si en fait les situations sont faciles. Et là, on a vraiment la fondation de toute la problématique du TDAH et de toutes les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage ou de ce genre de choses en fait. C'est que on leur a dit qu'elles étaient nulles, on leur a renvoyé que ce qu'elles étaient ou n'était pas assez. Et on a vraiment pointé du doigt leur incapacité de faire des choses et on l'a lié surtout à la personnalité. Or, le chemin, justement, c'est de se défaire, en fait, de ce que l'on fait, justement, de retrouver la valeur de soi intrinsèque. C'est, ok, j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit à me planter, et c'est ok, en fait. Et de retrouver cet amour de soi inconditionnel, cette clarté aussi, qui est le CD de cette clé, qui permet d'ailleurs, qui est exprimé comme l'art de la douceur. Être doux avec soi. Voilà, ça c'est vraiment
Et là, dans le CD de la 50e don, on a vraiment, de la 57e clé, pardon, on a un des plus grands dons des personnes qui ont vécu, notamment de la violence ou de l'indifférence, du rejet dans son enfance, à savoir la capacité de lire l'avenir dans l'aura de la personne, de quelqu'un. La pure puissance qu'offre la capacité de prévoir l'avenir ou de lire l'aura de l'autre peut devenir une addiction pour la personne qui fonctionne sur ce plan. La peur la plus subtile devient celle de perdre tout ce pouvoir en allant plus loin. Bien sûr, quand le voile se lève et se révèle, le 57e sidi, vous les perdez effectivement, mais pas au sens que l'on comprend normalement. Ce que vous perdez est le sentiment lui-même de la puissance, puisque vous perdez votre identification en tant qu'être distinct. Le concept d'un pouvoir personnel aussi prend fin. Le 57e sidi est celui de la clarté. Comme ils sont partenaires de programmation, les 51e et 57e sidi se lèvent toujours ensemble. Ce n'est qu'avec l'éveil que l'on peut clairement percevoir le réel. La seule façon de complètement chasser la peur de soi est d'éliminer le soi, ce qui se produit dans la sphère de la conscience siddhique. Au niveau de l'ombre, nous avons exploré l'idée de l'être humain en tant que sorte de diapason qui capte les fréquences de la sortie près de laquelle il se motive. Pareillement, nous pouvons voir comment la conscience se développe au niveau du don, lui permettant de capter une vision de la réalité qui est plus large et plus cohérente. Lorsqu'une personne atteint l'illumination par le biais du 57e sidi, sa manifestation est extraordinaire et sublime, car elle devient un diapason pour la présence divine. Si vous restez en sa compagnie, l'incroyable douceur de son aura se met à très rapidement augmenter votre taux vibratoire. Et donc là, on a aussi quelque chose qui est très intéressant et important de comprendre, c'est que tout le chemin justement de libération des peurs consiste à faire monter le taux vibratoire et, et de comprendre que euh, nous sommes des soleils et qu'il nous suffit finalement d'être présents dans un espace pour pouvoir développer le changement, incarner le changement, activer le changement auprès des autres. Et donc là, on va passer de quelque chose où on va sentir que l'on va forcer des choses quand on est dans une vibration basse et qu'on est dans les peurs. Souvent, on va pousser les autres à faire quelque chose, on va être dans cette compulsion, dans quelque chose qui n'est pas du tout aligné. Mais le cadeau, c'est qu'une fois que l'on a fait ce travail à l'intérieur de soi, que l'on a vraiment retrouvé ce cheminement et cette connexion avec notre intuition, alors finalement on devient un, euh, un catalyseur de changement pour l'humanité. Voilà. Et on va apporter de la clarté, on est celle ou celui qui va apporter de la clarté à tous les autres. Et qu'il suffit que l'on soit là pour que tout d'un coup, l'autre puisse voir ce que d'habitude elle ne voit pas. Et pour moi, c'est vraiment tout le chemin, le chemin pour moi du coaching, entre guillemets, ou de l'accompagnement tel qu'il va se transformer, c'est justement devenir juste un catalyseur. On n'est pas là pour dicter, on n'est pas là pour donner des directions aux autres, mais on est là pour, au contraire, permettre aux uns et aux autres de retrouver de la clarté à l'intérieur, de trouver la voie et d'aller exactement là où ils doivent aller. Alors si cette clé te parle, si tu sens que justement eh bien tu as du mal à trouver cette clarté-là, voilà, sache que moi c'est vraiment c'est mon don, c'est ma vocation, je suis là justement pour apporter cette clarté au monde et voilà, grâce à tout ce que je partage ici, c'est voilà, c'est magique.